Si vous imaginez les peuples néolithiques occupés uniquement à chasser ou à cueillir, détrompez-vous. Ces ancêtres de l'actuelle Espagne s'employaient déjà à édifier des ouvrages qui semblaient impossibles pour leur époque, tels que le dolmen de Menga. Cette impressionnante structure de pierre se dresse à Antequera, une cité parfois qualifiée de cœur de l'Andalousie, dans le sud de la péninsule ibérique. Cette région est précisément l'endroit où l'héritage néolithique côtoie encore les traces romaines et mauresques, façonnant une architecture et un paysage singuliers. Le dolmen de Menga est un monument âgé d'environ 5700 ans, ce qui signifie qu'il fut érigé à une époque dépourvue de véritables technologies d'ingénierie. Il fait partie des 3 structures mégalithiques d'Antequera, aux côtés du dolmen del Romeral et du dolmen de Viera. Toutefois, le dolmen de Menga demeure l'un des plus fascinants, puisqu'il fut le premier construit, vers 3800 avant notre ère. L'ensemble atteint près de 27 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur. Des décennies durant, des chercheurs en ont examiné la structure, et voici ce que leurs travaux ont révélé. Mettons une chose au clair, les mégalithes sont des édifices composés de blocs de grande taille, présents dans le monde entier. La majorité fut érigée en Europe à la fin de la préhistoire, où l'on compte plus de 35 000 structures de ce type. Le terme provient du grec ancien, mêlant méga, qui signifie grand, et lithos, désignant la pierre. Le dolmen de Menga ne fut mis au jour qu'au cours des années 1840, mais sa découverte suffit à le faire reconnaître comme une œuvre singulière par son caractère inédit. Examinons à présent ce qui fonde cette distinction. Le simple fait que Menga subsiste depuis près de 6 millénaires atteste que ses bâtisseurs maîtrisaient parfaitement leur entreprise. Pour commencer, ces artisans demeurés anonymes acheminèrent d'immenses blocs depuis les carrières du Cerro de la Cruz, situé à environ 1 km du monument actuel. Le site rassemble en effet 32 pierres d'une masse déconcertante. La plus imposante d'entre elles est presque 5 fois plus lourde que le plus grand bloc de Stonehenge. L'ensemble atteint approximativement 1140 tonnes, soit l'équivalent du poids combiné de 2 jumbo-jets transatlantiques entièrement chargés de passagers et de bagages. La pierre la plus massive de Menga, connue sous l'appellation C5, avoisine les 150 tonnes, un poids comparable à celui d'une baleine bleue. En d'autres termes, ces anciens ouvriers manipulèrent la plus lourde pierre jamais déplacée dans le cadre du phénomène mégalithique de la péninsule ibérique, et la seconde plus imposante en comparaison de la France. Si vous posez la question, la première place revient à un gigantesque monolithe de 330 tonnes utilisé pour ériger le grand menhir brisé d'Ergra dans le Morbihan. Comment, toutefois, parvinrent-ils à un tel exploit? Leur premier défi consistait à choisir avec soin les roches destinées à la construction. Les spécialistes estiment que le bâtisseur privilégia des calcarénites et des calcirudites, roches tendres ou modérément tendres, probablement sélectionnées parce qu'elles s'ajusteraient plus aisément avec le temps. Il leur fallut ensuite déplacer ces colosses. L'hypothèse la plus cohérente suppose qu'ils aménagèrent un parcours de transport, recourant à des échafaudages, des cordes et à la seule gravité pour réduire la friction. Lors des descentes, les ouvriers devaient contrôler avec exactitude l'accélération et le point d'équilibre de chaque bloc. Souvenez-vous qu'ils utilisèrent des roches tendres. La moindre manœuvre exigeait donc une prudence extrême avec les cordes. Les chercheurs avancent qu'ils durent également fabriquer des traîneaux pour y installer les pierres. Et pourtant, ce transfert colossal ne constitue pas leur plus grande prouesse. Comme vous pouvez le voir, ils conçurent un édifice destiné à tenir debout durant des siècles. Cela tient surtout au fait que les bâtisseurs de Menga mirent en œuvre des techniques élaborées pour préserver la structure de l'érosion. Pour rappel, un dolmen est un temple mégalithique à chambre unique ou un lieu de sépulture. La plupart se composent de 2 ou plusieurs monolithes dressés soutenant une grande dalle horizontale, souvent appelée table. La majorité des dolmens remontent au néolithique tardif et se rencontrent en de nombreux points du globe, de la Turquie à l'Angleterre, en passant par l'Indonésie, l'Espagne ou encore le Brésil, sans que la liste soit exhaustive. Dans le dolmen de Menga, les chercheurs estiment que les bâtisseurs déployèrent des précautions particulières pour imperméabiliser l'ensemble. Les pierres verticales formant les parois ne furent pas disposées perpendiculairement, mais inclinées vers l'intérieur selon un angle d'environ 84 à 85 degrés, rendant la partie supérieure de la chambre plus étroite que sa base
et lui conférant ainsi une forme trapézoïdale. Ces blocs s'appuyaient aussi latéralement les uns sur les autres, et ce choix ne relevait en rien du hasard. Les constructeurs durent recourir à des instruments relativement sophistiqués, tels que des niveaux et des équerres, afin de garantir une précision extrême des angles. Un chercheur compara même cette entreprise à l'assemblage d'un gigantesque puzzle de Tetris, où la moindre erreur était presque impossible à corriger tant les pierres étaient lourdes à déplacer. Pour obtenir une inclinaison si subtile, les bâtisseurs durent aménager de profondes cavités de fondation destinées à accueillir les blocs. Ces ancrages leur permirent de contrôler avec exactitude le positionnement millimétrique des pierres afin qu'elles s'emboîtent véritablement les unes dans les autres. Le point culminant résidait littéralement dans les pierres de fait. Une fois ces dalles massives posées, l'ensemble formait une boîte compacte. Ils creusèrent ensuite l'intérieur à même le substrat rocheux, tout en préservant intactes les parois et la voûte. Pour protéger la chambre, il recouvrira le tout d'un vaste tertre de terre, comme si l'on enveloppait l'édifice dans une épaisse couverture. Ce remblai maintenait la chambre sèche et tempérée, et ajoutait une stabilité supplémentaire, comparable à une sorte de camisole naturelle, maintenant chaque élément en place. Il convient d'ajouter un élément essentiel. Les bâtisseurs alignèrent le dolmen sur les montagnes voisines, non seulement pour répondre à des exigences pratiques, mais aussi afin de produire, au sein de la chambre, des jeux de lumière saisissants. Cet agencement révèle l'ampleur de la réflexion qui présida à l'édification du mégalithe et témoigne du lien profond que ces constructeurs entretenaient avec l'astronomie. Un chercheur passionné du site a expliqué que la raison précise de la construction des dolmens restait incertaine. Peu de reliques y ont été découvertes, mais beaucoup s'accordent à penser qu'ils servaient à la fois de temples et de sépultures destinées à des personnages de haut rang, d'où leur édification pour traverser les siècles. Le dolmen de Menga, en particulier, fut bâti dans une région sujette à l'activité sismique, ce qui justifiait davantage la robustesse exceptionnelle de sa structure. Il semble par ailleurs que les bâtisseurs aient envisagé d'autres considérations. Depuis l'entrée du dolmen, le regard se porte simultanément vers le rocher des amoureux et vers le lever du soleil. Ce rocher occupe une place majeure dans le folklore local et s'intègre au circuit des dolmens d'Antequera, bien qu'il ne s'agisse pas d'un monument mégalithique, mais naturel. La tradition raconte que son nom proviendrait d'un couple d'amants qui se seraient jetés du sommet, leur union étant interdite en ce monde. Une authentique tragédie digne d'un Roméo et Juliette, pourrait-on dire. Le dolmen de Menga présente également un alignement astronomique, à l'instar de la majorité des dolmens à travers le monde. Lors du solstice d'été, un moment précis de la journée voit les rayons du soleil pénétrer dans la chambre, éclairant le côté droit tout en plongeant le côté gauche dans l'ombre. Une telle disposition exigeait une précision exceptionnelle dans la conception du dolmen, n'est-ce pas? En matière de folklore, tandis que certaines traditions attribuent la construction de ces dolmens impressionnants à de petits hommes gris venus d'autres planètes, la culture ibérique propose une interprétation différente. Selon les légendes locales, on y évoque les Mouras enchantés, des créatures comparables à des fées, considérées comme des élémentaires de la terre. D'une beauté et d'un charme sans pareil, puissants en leur propre droit, ils excellaient notamment dans l'édification de dolmens où ils se retiraient pour accomplir leurs cérémonies. Ces êtres sont abondamment mentionnés dans le folklore local, ce qui justifie pleinement d'en parler ici. Quoi qu'il en soit, il n'est guère surprenant que l'UNESCO ait choisi d'inscrire ce dolmen parmi les sites du patrimoine. C'est un véritable chef-d'œuvre des temps anciens. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel virer à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse.
Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant sur l'autre épaule son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Néphilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants.
La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarsien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Ils pourraient y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarxiens, déjà mentionnées. Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Au total, Malte abrite 7 temples mégalithiques, chacun surpassant les autres en magnificence. Les archéologues poursuivent leurs recherches, espérant percer leur mystère, comme cela se fait encore pour les pyramides d'Égypte, les cités mayas disparues d'Amérique, ou d'autres sites énigmatiques à travers le monde. Au Royaume-Uni, il y a environ 115 000 boîtes aux lettres, dont certaines se trouvent dans des endroits plutôt étranges. Regardez ici, nous sommes sur un tronçon désert de la lande de Caithness. Et là, en plein milieu de nulle part, entre cette carrière et la lande, nous trouvons encore une boîte aux lettres solitaire. C'est Chris Aitken, un enseignant de la région, qui est tombé sur cette bizarrerie près de Worth Hill, à proximité de John O'Groats. John O'Groats est un petit village à 4 km au nord-est de Canis Bay, dans le comté historique de Caithness, en Écosse. Le village lui-même est populaire auprès des touristes, mais seulement environ 300 personnes y habitent de manière permanente. Cependant, on y trouve quand même une jolie boîte aux lettres. Mais qui donc a tant besoin d'un tel service sur une colline perdue? Quand Chris a partagé sa photo sur Internet, quelqu'un a lancé une théorie. Il y a quelque temps, un entrepreneur vendait de minuscules parcelles de terrain autour de Camster. Il prétendait que les acheteurs deviendraient les seigneurs de leur petit bout de terre. Cela explique-t-il la présence de cette boîte aux lettres? La boîte, fièrement estampillée « Propriété de John O'Groats », porte également le nom de Thorsten Sommer ainsi qu'une adresse en Allemagne. Il y a un code PIN sur le devant, mais lorsque Chris l'a ouverte, tout ce qu'il a trouvé était un lien vers un site web. Le site présente des photos de Sommer agitant un drapeau écossais et parlant de son amour pour l'Écosse, se qualifiant lui-même de vieil écossais. Chris a essayé de se renseigner via le site web, mais il n'a jamais reçu de réponse. Cela pourrait être lié à l'achat rapporté par Sommer d'une petite parcelle de terrain, mais la vente de titres de propriété écossais
est souvent perçue comme de l'escroquerie, car l'acheteur ne reçoit en vérité aucun titre légal. La zone autour de Worth Hill a également connu récemment une intervention policière, après la découverte d'un corps dans les environs. Doit-on faire un lien avec cette mystérieuse boîte aux lettres? Mais laissons ces histoires aux vrais inspecteurs et détectives. Et plongeons à présent dans la haute couture, d'accord? Vous êtes peut-être tombé sur cette image loufoque qui fait le tour d'Internet, et selon laquelle il y aurait une boutique éphémère Prada dans le désert du Texas. Eh bien, c'est en quelque sorte vrai et faux tout à la fois. Oui, il y a bien une boutique, en quelque sorte. Elle présentait toute une gamme de produits Prada pour une valeur approchant les 80 000 $. Et devinez quoi? C'est Miuccia Prada elle-même qui avait choisi les articles. Mais il n'était pas possible d'y acheter quoi que ce soit. Pas de caissier, pas de vendeur. C'était comme si l'endroit était fermé de manière permanente. La surprise? Il s'agissait en réalité d'une installation artistique, fabriquée entièrement à partir de matériaux biodégradables. Elle a été conçue pour se fondre progressivement dans la nature, une métaphore amusante de notre culture consumériste moderne. Mais pourquoi exposer des biens que personne ne peut acheter? Une métaphore pour le charme insaisissable du luxe. Elle était destinée à se détériorer tranquillement. Mais l'engouement créé a suscité un flux si inattendu de visiteurs que les choses ont vite dégénéré. Après avoir tenté de repousser plusieurs voleurs potentiels, les artistes ont dû admettre leur défaite. Désormais, le lieu se laisse docilement photographier et attire toutes sortes de personnes, des touristes comme des célébrités. Bien, vous pouvez trouver un sac de marque dans le désert, mais pouvez-vous, disons, trouver une voiture dans les grottes galloises? La réponse est oui, mais vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule voiture, mais d'un grand nombre de véhicules. La caverne des âmes perdues est une grotte abandonnée nichée dans le joli pays de Galles. Autrefois, c'était une mine ardoisière. Les ouvriers y extrayaient des tonnes d'ardoise, qui partaient ensuite aux quatre coins du pays sur les voies étroites de la région. Mais lorsque cette industrie a disparu il y a de cela plusieurs décennies, la mine a été fermée. Si vous osez y entrer, ce que je ne recommande franchement pas, vous découvrirez deux grandes salles, et l'une d'entre elles est particulièrement remarquable. La salle principale s'enfonce à environ 20 mètres de profondeur, et est en partie submergée, avec juste une petite ouverture au-dessus. Depuis la fermeture de la mine, les habitants et le conseil municipal ont profité de cette ouverture pour jeter toutes sortes de choses indésirables dans la mine. Vous trouverez de tout, des réfrigérateurs, des télévisions, et même des voitures entassées dans un coin. Ce qui rend la caverne des âmes perdues si spéciale, c'est le faisceau de lumière qui plonge en son cœur, éclairant l'énorme tas de voitures et de métal saccagé. L'eau, lorsque cette lumière vient la toucher, brille d'un vert turquoise éblouissant, et on peut voir de magnifiques reflets sur sa surface immobile. De temps en temps, un fragment d'ardoise tombe dans l'eau, brisant le silence et envoyant des ondes dans toute la caverne. Voici une autre découverte étrange faite au pays de Galles. Un monolithe argenté et brillant de 3 mètres est récemment apparu sur Hay Bluff à Powys, et il a vraiment piqué la curiosité des internautes. C'est au cours d'une randonnée qu'un certain Craig Muir est tombé dessus par hasard, et il a affirmé qu'il semblait tout droit tomber de l'espace. Il est fait d'acier chirurgical, ne porte aucune marque et est extrêmement bien fabriqué, sans soudure visible. La découverte de ce randonneur rappelle ces mystérieux monolithes qui ont surgi un peu partout dans le monde en 2020, créant un certain émoi sur Internet. Richard Haynes, un habitant de la région, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une installation scientifique, mais le règlement du parc national interdisant les structures non autorisées, il se peut bien qu'il ne reste pas là très longtemps. Comme il n'y a aucun sentier dans les environs immédiats, Muir suppose qu'il a pu être amené ici par un groupe de personnes ou même déposé par un hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'un tel monolithe est apparu de manière si étrange. On en a aperçu de semblables dans l'Utah, sur l'île de White, et même à Glastonbury Tor. L'un d'eux portait une marque humoristique, pas Banksy. Il est toutefois possible que cet artiste célèbre en soit l'auteur. Le Royaume-Uni est le pays où l'on trouve le plus grand nombre d'œuvres de Banksy. En 2023, il y en avait 70. Rien d'étonnant, puisqu'il serait apparemment britannique et est né à Bristol. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est le désert non polaire le plus sec de la Terre, présente une vue étrange au kilomètre 1309 de la route panaméricaine. Une main géante en ciment qui s'élève à 11 mètres au-dessus du sable. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monstre sorti de terre pour vous attirer par les chevilles dans un monde souterrain. Ce n'est pas non plus la relique ancienne d'une civilisation perdue.
Un sculpteur professionnel a créé ce petit monument original en 1992. Malgré son emplacement isolé, la main est souvent la victime de graffitis, de sorte que des bénévoles doivent la nettoyer 2 fois par an. Au fait, ce n'est pas le seul monument de ce genre. Le même sculpteur a créé une main similaire à Punta del Este, en Uruguay. On l'appelle « l'homme émergent à la vie », et elle représente l'idée selon laquelle un géant tiendrait toute l'Amérique du Sud d'une main ferme. Pourquoi pas? Voici à présent une gigantesque sphère de pierre cachée dans la forêt de la vallée de Visoko, en Bosnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une relique ancienne ou une installation d'art moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais pour être entièrement honnête avec vous, comme je le suis toujours, personne ne connaît la vérité à son sujet. Les experts pensent pour que cette sphère, qui mesure environ 3 mètres de diamètre, est simplement une formation rocheuse naturelle, une concrétion. Ces boules possèdent cette couleur rougeâtre en raison d'une forte teneur en fer, et c'est une lente agglutination de particules minérales qui leur donne cette forme si particulière. Bien que les concrétions puissent prendre des formes plutôt surprenantes, le processus exact de leur formation reste quelque peu mystérieux. Ensuite, nous avons cet archéologue, souvent surnommé l'Indiana Jones bosnien, qui affirme qu'il s'agit en réalité d'un artefact créé par l'homme il y a plus de 1000 ans. On trouve toutefois ce genre de concrétion sphérique dans d'autres endroits que la Bosnie. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. Prenez, par exemple, les célèbres boulders de Moeraki, en Nouvelle-Zélande. Des pierres massives et rondes ayant plus de 60 millions d'années. Il y a aussi des concrétions en forme de boulets de canon dans le Dakota du Nord. Et n'oublions pas les sphères de pierre façonnées par les Dikis au Costa Rica, fruit d'un travail virtuose, un magnifique témoignage de la créativité humaine. Donc, bien que la sphère bosniaque soit très intrigante, c'est probablement juste une concrétion ancienne et non le vestige d'une civilisation perdue. Dommage. Certaines choses sont si bien cachées qu'il faut descendre au fond de la mer pour les apercevoir. Autrefois un lieu de plaisir hédoniste pour l'élite romaine, Baïse était un peu le Las Vegas de son époque. Mais aujourd'hui, ses ruines se trouvent sous l'eau. Cette station thermale prospérait grâce à ses sources chaudes volcaniques et attirait des personnalités telles que Néron et César, qui y construisirent même des villas de vacances. Cependant, au 8e siècle, Baïse a perdu une bataille et elle fut ensuite abandonnée. Alors que le niveau de l'eau montait, une grande partie de la ville a été engloutie sous la baie. Vous pouvez désormais explorer les ruines antiques de Baïse dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins de la planète. Retenez votre souffle. Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1121. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin.
Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapothèques exerçaient leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Giangola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapothèques n'avaient plus besoin de demeurer à Giangola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapothèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapothèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapothèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation, mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent
que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Tonis Héracléon constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial ? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi ? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus y sont-ils enfouis, et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr, mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années,
Ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseignés sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons, et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana.
Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachées. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 m². Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient n'atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leurs tâches. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures,
telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat. Mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé. Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Anki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentours. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité. Il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad. Jetez un œil à ces pierres.
À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3. La plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant J.A.C. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale, et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il?
Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture? Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Ils y sont enfin parvenus. Après 3 siècles de quête, des archéologues ont identifié l'emplacement de la mystérieuse terre du jaguar blanc. Une cité maya tapie au cœur des jungles mexicaines. Tout débuta véritablement au XVIe siècle avec les Lacandons, irréductibles descendants des Mayas, doués d'une exceptionnelle résilience. Lorsque leur capitale principale, la Camtún, tomba aux mains des Espagnols en 1586, beaucoup auraient considéré la cause perdue. Eux pourtant se replièrent plus profondément dans la forêt tropicale et édifièrent leur ultime bastion, Sac Balam, une place fortifiée dissimulée, faite de temples de pierre, de sentiers tortueux noyés dans la jungle et de singes hurleurs jouant les sentinelles tapageuses. Durant plus d'un siècle,
ils y préservèrent leurs traditions, loin de toute domination européenne. Puis, en 1695, l'histoire revint brusquement frapper à leur porte. Un missionnaire espagnol nommé Diego de Rivas tomba droit sur Sacbalan. Ce fut le début d'un irrévocable déclin, car les Espagnols ne tardèrent pas à en prendre le contrôle. En 1721, les Mayas abandonnèrent le site, et la jungle récupéra aussitôt ses droits. Racines éventrant les murs, lianes étouffant les places. La cité ne s'évanouit pas. Elle fut littéralement dévorée par la nature. Durant les 3 siècles suivants, Sacbalan devint davantage un mythe qu'un souvenir tangible. Un nom qu'archéologues et explorateurs mentionnaient à voix basse, nourrissant l'espoir secret de l'apercevoir un jour. Bien des expéditions tentèrent de la retrouver, mais la forêt tropicale se révélait perfide. Chaque sentier paraissait identique, l'humidité réduisait les cartes en lambeaux, et même le GPS s'avérait impuissant sous l'épaisse voûte végétale. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte était vivante, hérissée d'épines, et peuplée de jaguars prêts à faire de vous leur repas. Comment alors les scientifiques ont-ils percé l'énigme? Grâce à un unique élément, une lettre du XVIIe siècle. Dans ce document, Diego de Rivas décrivait en détail les routes, rivières et sentiers menant à Sacbalan. Il retraçait le périple de soldats marchant 4 jours jusqu'au Rio Lacantún, puis naviguant 2 jours vers l'église El Encuentro de Cristo, où ils abandonnèrent leur canoë avant de poursuivre à pied vers le lac Petén Itzá, au Guatemala. Ces indications étaient déjà très précieuses, mais les chercheurs voulurent déterminer l'emplacement précis en recourant au système d'information géographique, SIG. Ils intégrèrent les différentes couches de végétation et la charge portée par chaque homme, afin de délimiter la zone où Sacbalan devait probablement se trouver. Le calcul fut concluant. Guidés par ces résultats, les archéologues se frayèrent un chemin dans la jungle et découvrirent des temples de pierre surgissant du sol tels des dents brisées, ainsi que des outils, des céramiques et même une église espagnole nichée au cœur des vestiges. Cette découverte ne se résume pas à de simples ruines spectaculaires, elle réécrit l'histoire. On pensait que les Lacandons s'étaient dispersés après la chute de Lacamtún. Mais Sacbalan démontre qu'ils se sont réorganisés, qu'ils ont résisté et préservé leur culture durant plus d'1 siècle. C'est comme retrouver le dernier chapitre d'un récit que l'on croyait inachevé. L'ironie est frappante. Le missionnaire espagnol qui dévoila Sacbalan contribua à sa perte. Et pourtant sa lettre permit, bien plus tard, de lui rendre mémoire. Aujourd'hui, les ruines reposent au sein d'une réserve de biosphère, protégées par la même jungle qui les cachait autrefois. On ne peut s'y aventurer à la légère. La nature y est âpre et foisonnante. La cité respire à nouveau, mais selon ses propres lois. Des scientifiques ont récemment mis au jour une autre cité perdue, enfouie sous les jungles denses du Mexique depuis 6 siècles. Cette ville, nommée Guyengola, est immense. Environ 360 hectares, plus de 1100 bâtiments, 4 kilomètres de murs défensifs, un réseau de routes et un plan urbain remarquablement structuré. En raison de son isolement profond, il aurait été impossible de mesurer son étendue sans des années d'exploration. Mais c'est là que la technologie moderne intervint. Grâce au lidar, un outil de balayage laser, les chercheurs survolèrent le site et obtinrent, en seulement 2 heures, une carte 3D complète de l'ancienne cité. Guyengola fut construite entre 1350 et 1121, à l'époque précolombienne, et grouillait autrefois de vie. Elle constituait un centre majeur pour le peuple zapotèque, présent dans la région depuis environ 600 avant notre ère. Les familles y résidaient dans des maisons organisées autour de vastes patios centraux, entourés de pièces qu'elles étendaient à chaque naissance, prolongeant ainsi leurs habitations. Elles employaient également les montagnes voisines comme rempart naturel et détournaient les eaux de ces reliefs pour assurer le drainage. De nombreux édifices subsistent encore, un fait remarquable au regard des siècles écoulés. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques étaient une puissance incontestée le long de la côte pacifique, repoussant même les ambitions expansionnistes des Aztèques. À Guyengola, ils résistèrent à un siège implacable de 7 mois. Toutefois, l'abri offert par les montagnes restait incomplet.
L'eau douce et les terres cultivables faisaient défaut. À moins de 20 km, la ville plus petite de Tehuantepec offrait ses ressources nécessaires, et les Zapothèques s'y installèrent peu avant l'arrivée des Espagnols en 1521. Les découvertes actuelles ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Le scan LIDAR révéla plus d'1 millier de bâtiments, et les archéologues envisagent plusieurs années de recherche. Plutôt que de tout exhumer et risquer des dommages, ils continueront à étudier la cité grâce à des technologies de balayage avancées. À présent, rendons-nous en Égypte, où des archéologues ont mis au jour une ville perdue entière, nommée Imet, nichée dans le delta oriental du Nil. Elle était enfouie sous des couches de boue, d'eau et de siècles d'histoire, dissimulée dans un marécage en perpétuelle mutation. Les scientifiques l'aperçurent d'abord d'en haut, sous forme de petits amas de fondations en briques de terre, à peine perceptibles sur les images satellites. Les formes, fragiles et fantomatiques, étaient toutefois trop ordonnées pour être naturelles. Ils suivirent ces motifs sur le terrain, commencèrent à creuser, et la cité reprit progressivement vie. Les archéologues ont mis au jour des maisons-tours, à plusieurs étages, véritables mini-gratte-ciel de l'Antiquité. Dotées de niveaux multiples et de fondations robustes, elles pouvaient supporter des charges importantes. Ce type d'habitation verticale est extrêmement rare en Égypte, surtout hors du delta du Nil, et démontre que les habitants d'Imet ne se limitaient pas à l'étalement au sol, mais construisaient également vers le ciel. La ville apparaissait ainsi densément peuplée, soigneusement planifiée et bien plus urbaine qu'on ne l'imaginait pour l'époque. Mais il ne s'agissait pas seulement de résidences sophistiquées. Un complexe de transformation des céréales a été découvert, avec zones pavées de travail, enclos pour animaux et espaces méthodiquement organisés pour la production alimentaire. La cité possédait donc une véritable économie. Non loin de là, une voie cérémonielle menait au temple d'Ouadjet, sa divinité tutélaire. Plus tard, d'autres constructions furent édifiées sur cette route, témoignant du déclin progressif du culte. Les vestiges ont également révélé des reliques remarquables. Une petite figurine funéraire en faïence verte, une stèle représentant Harpocrate, incarnation grecque d'Horus, le dieu du silence, des secrets et du soleil naissant, perché sur des crocodiles et tenant des serpents. Et même un sistre en bronze, instrument de musique ancien orné des doubles têtes d'Hathor. Des découvertes tout à fait impressionnantes. Il apparaît qu'Imet fut occupé dès le IVe siècle avant notre ère, de la période tardive jusqu'à l'époque romaine. Sa position le long de routes commerciales en faisait un centre attractif pour marchands et pèlerins se rendant au temple d'Ouadjet. La ville ne se contentait donc pas de subsister. Elle prospérait, se connectait, commerçait et s'adaptait aux évolutions de son temps. Bien plus qu'une ruine poussiéreuse, Imet nous ouvre une fenêtre sur la vie quotidienne, la religion et l'organisation urbaine du delta, domaine jusqu'ici moins connu que les grandes pyramides et autres tombeaux. Vous voyez cet endroit sur la carte? Oui, juste là. On estime qu'environ une centaine de personnes ont disparu ou ont perdu la vie ici. Pourquoi, demandez-vous? Il semble qu'ils cherchaient tous cet homme. Percy Fawcett. Il était un colonel britannique, célèbre pour ses yeux bleus perçants, sa barbe parfaitement taillée et son chapeau emblématique. Il ressemblait à un personnage de Orgueil et Préjugés, mais vivait davantage comme Indiana Jones. En réalité, ce personnage a été inspiré par l'histoire de Fawcett, mais sa disparition en 1925 fut plus macabre que n'importe quel scénario de film. Le colonel Fawcett était audacieux, pas le genre « demande le mot de passe du Wi-Fi de ton voisin » d'audacieux. Je parle d'un audacieux à part entière, du type « je ne me soucie pas tellement de ma vie ». Il avait été soldat au Sri Lanka et avait même fait un travail d'espionnage secret au Maroc, mais il avait besoin de plus. Ainsi, en 1906, Fawcett a commencé à explorer des parties du Brésil et de la Bolivie, où personne n'avait osé s'aventurer auparavant. Sa mission était de créer des cartes secrètes et stupéfiantes. Bon, ça ne semble pas très risqué, mais croyez-moi, ça l'était. Si vous voulez explorer le monde de nos jours, vous n'avez qu'à ouvrir Google Earth et... eh bien, c'est tout. Aucun danger, pas d'adrénaline. Peut-être juste une ou deux photos étranges de Street View. Ouf, mais nous parlons du début du XXe siècle, quand les satellites et cette voiture bizarre de Google n'existaient pas. À cette époque, si vous vouliez compléter la carte du monde, vous deviez réellement explorer la Terre à pied,
Donc, c'est comme ça que le colonel Fawcett s'est retrouvé en Amérique du Sud. Et il est devenu célèbre pour ses expéditions visant à cartographier l'Amazonie sauvage. Par exemple, il a été le premier à enregistrer les emplacements des cascades dans cette région. Mais ensuite, il est devenu obsédé. On peut blâmer le manque de sommeil ou n'importe quelle boisson douteuse de la jungle amazonienne qu'il sirotait, mais soudain, il s'est mis à penser « Je parie qu'il y a une ville ancienne et avancée cachée quelque part par ici. » Alerte divulgateur, il n'y en avait pas. Mais il était accro à cette idée. Fréquenter les Indiens natifs pendant si longtemps l'avait convaincu que de grands groupes pouvaient totalement prospérer au milieu d'une immense forêt tropicale. Et bien sûr, Fawcett aimait une bonne vieille histoire d'aventure, surtout celle des XVIe et XVIIe siècles, écrite par des explorateurs européens. Dans ces récits, les aventuriers affirmaient avoir découvert de vastes colonies et de belles routes au cœur de l'Amérique latine. Mais l'histoire préférée de Fawcett de tous les temps provenait d'un manuscrit écrit en 1753. À l'époque, des aventuriers cherchèrent des métaux précieux au Brésil lorsqu'ils sont tombés sur une ville en ruine avec des bâtiments monumentaux, des routes et des places. Oh, et chaque coin avait une flèche de style romain. Naturellement, le colonel était totalement prêt à la trouver. Dommage que personne ne lui ait dit que ce manuscrit est principalement considéré comme un faux. Oui, cette histoire est aussi réelle que celle de Blanche-Neige. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. La colonie décrite dans ce manuscrit était soi-disant située dans le nord-est du Brésil. Mais maintenant, il prétend qu'il y a une civilisation avancée dans le Mato Grosso, qui se trouve dans une autre région du pays. Alors, il a décidé de nommer cet endroit la Cité de Z. Dans les années 20, le colonel a lancé 2 expéditions distinctes pour la trouver. Mais les 2 voyages ont échoué, car il a dû faire face à un temps terrible, à la fièvre, et bien sûr, à l'épuisement. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous que Fawcett a fait après 2 expéditions ratées? Option A, il a abandonné. Option B, il a appelé sa mère. Option C, il a réessayé parce qu'il n'a pas compris le message que l'univers disait clairement « Arrête ». Bien sûr, l'option C est la bonne réponse. C'est bien du tenace Fawcett dont nous parlons. Donc, 3 ans plus tard, le colonel a finalement rassemblé suffisamment d'argent pour lancer une nouvelle expédition à la recherche de la Cité de Z. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une équipe de personnes assez folles pour le rejoindre. Des explorateurs célèbres et expérimentés supplièrent de l'accompagner. Mais non, Fawcett a décidé de prendre son fils et son meilleur ami à la place. En janvier 1925, ce trio courageux s'est lancé dans son voyage. Ils ont emporté des moustiquaires, des conserves et ont pris une promesse « Nous reviendrons ». Autre révélation, ils ne sont pas revenus. Oh là là, le voyage a commencé dans le New Jersey aux États-Unis. Puis, ils ont navigué jusqu'à Rio de Janeiro, au Brésil. Là, ils se sont arrêtés pour prendre des animaux de bas, comme des chevaux, et ont engagé quelques guides locaux. Maintenant, ils étaient prêts à se diriger vers la ville de Cuiabá. Gardez à l'esprit que les distances au Brésil sont incroyablement énormes. Ainsi, ce petit voyage était comme aller de Miami à Chicago, à pied. 3 mois plus tard, ils s'aventurèrent enfin dans la jungle pour la première fois. Et c'est là que le plaisir a vraiment commencé. Leur équipe a affronté des rivières infestées de piranhas, un dédale sans fin d'arbres épais, et le pire de tout, les insectes. Le zzzz constant et agaçant de milliers de moustiques les empêchait de dormir. Et le pied du meilleur ami de Fawcett est devenu énorme à cause des piqûres de tiques. Mais le colonel n'avait pas le temps de jouer à la babysitter avec le pied de princesse de son ami. Oh non, il était trop obsédé pour faire une pause. En fait, à un moment donné, il était tellement en avance sur ses compagnons qu'il a dû camper seul pour une nuit. Le 29 mai, Fawcett finit par retrouver ses esprits. Il n'y avait pas de Cité de Z. Mais cela l'a-t-il arrêté? Pas vraiment. Il a déballé leur équipement et renvoyé les guides locaux à Cuiabá. Mais avant de leur dire un adieu définitif, il leur a demandé de livrer une lettre à sa femme, disant quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, chérie, notre fils va bien et devient plus fort chaque jour. » Bien sûr qu'il l'était. Quoi qu'il en soit, après cet adieu dramatique, le trio s'est aventuré seul dans la brousse. L'obscurité a englouti la forêt dense. Et puis, on ne les a jamais revus. D'accord, c'était intense. Alors, avançons dans le temps. 2 ans plus tard, les journaux spéculaient encore sur la possibilité que le trio puisse être encore en vie. Et Fawcett est devenu une légende, comme Bigfoot, mais moins poilu. Un homme a dit que le colonel était devenu l'un des locaux et vivait son heureux pour toujours dans la jungle. Un autre a dit qu'il était retenu prisonnier par les Indiens, mais personne ne pouvait confirmer aucune de ces observations. Ce n'est qu'en 1928 que les autorités britanniques ont finalement pensé « mieux vaut tard que jamais ».
et ont décidé de chercher Fawcett et son équipage. À ce moment-là, ils étaient presque certains que leur expédition avait péri, mais ils avaient encore besoin de preuves. Et après avoir survécu des jours et des jours au pire cauchemar de la jungle, ils ont trouvé, rien. Mais d'une manière étrange, ce mystère a inspiré davantage d'explorateurs à les rechercher. On estime qu'environ 100 de personnes ont perdu la vie dans ce processus, et quelques-unes ont suivi les traces des explorateurs en disparaissant sans laisser de traces. Alors, que s'est-il vraiment passé avec l'expédition? Les chercheurs ont accusé tout et n'importe quoi. Infections parasitaires, famine, noyades, attaques de jaguars, vous l'énoncez. Certains disant même que Fawcett s'est plongé dans le mysticisme et a commencé une communauté occulte dans la jungle. L'anthropologue brésilien Orlando Villas-Boas est probablement celui qui s'est approché le plus près de la résolution de cette affaire. Dans les années 50, il travaillait avec les Indiens Kalapalo lorsqu'ils ont soudainement avoué avoir éliminé Fawcett. Ils avaient même des ossements pour le prouver. Mais il s'est avéré qu'une analyse médico-légale a montré que les restes n'appartenaient pas au colonel. Donc, nous retournons à la case départ et personne ne sait, à ce jour, ce qui leur est arrivé. La quête de Fawcett, telle que nous la connaissons aujourd'hui, repose sur des sources assez discutables. Cependant, il est possible qu'il ne vivait pas dans un monde de rêve. Des découvertes récentes suggèrent même que son idée d'une cité sophistiquée dans la jungle n'était pas qu'une pure fantaisie. En 2024, une vaste cité ancienne a été découverte dans l'Amazonie, cachée sous une végétation dense. Les preuves suggèrent qu'elle a été construite il y a environ 2500 ans, et elle était étonnamment avancée, comprenant des maisons et des places toutes reliées par un incroyable réseau de routes et de canaux. Mais cette ville était dans une forêt en Équateur, pas au Brésil. Qui sait? Peut-être que la légendaire cité de Z est encore là quelque part. Ou... Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Nata, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2300 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes.
Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie Saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires, en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Gaudio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme Eldorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple khazarabe, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle,
car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère.